Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ciné Voyage. Donc après l'Italie et la Thaïlande, on va se retrouver en France et dans les Ardennes. Et oui, dans les Ardennes, il existe des réalisateurs, du moins un réalisateur, Manuel Sanchez. Je me trouve devant sa demeure et aujourd'hui je vais vous présenter le film La Dormeuse du Val. Vers les dos, où le poids et l'ennui me courbent le dos. Vis-à-vis s'alourdit de bruit les bateaux. La saignée! Que mirage! Et n'en a pas pour être pays inconnus, dit dans les étés nordiques pascalus. Pas pour un ancien curé, on peut dire que vous avez le sens du plaisir. Moi qui n'ai connu de ma vie que le ciel du Nord. T'es dans quel atelier? Au magasin, avec Matrin. Avec lui, tu risques rien. Il va pas t'emmerder. On dirait que t'aimerais que je sois dans la merde. Tu te trompes? Les dents, c'est le bordel chez vous, on voit qu'il n'y a pas de femme ici. C'est pas bien ce que vous faites. C'est pas bien pour moi, pour vous, pour votre mari. Ouais, ils sont là. C'est violent. Il y a quelque chose qui s'est passé. Allez, monsieur Martin, venez avec nous. Bonjour Manuel, Bonjour Fabien. merci d'avoir accepté notre invitation. Bah écoutez, moi je reçois tout le monde, hein, si c'est des gens sympathiques. Sinon vous vous dégagez, hein, parce que j'ai le fusil là sous le lit. Et oui, les Ardennes, on voulait montrer aussi que dans les Ardennes, il existe aussi des réalisateurs. Enfin, il en existe des, en tout cas il en existe un. Au moins. Je dirais pas que je suis unique, mais en tout cas quelque chose d'atypique de créer une société de production de long métrage. Avec l'ambition de continuer à en faire en étant dans les Ardennes. Effectivement, on associe les Ardennes à un pays arriéré, alors que quand même c'est le pays d'Arthur Rimbaud, qui est quand même un des plus grands poètes de tous les temps. Voilà, donc on peut naître quelque part, vivre quelque part, sans être associé effectivement à une réputation qui est souvent, je veux dire, une mauvaise réputation, parce qu'on aime bien effectivement les mauvaises réputations. C'est plus intéressant de parler d'un lieu maudit ou d'un réalisateur ou d'un poète maudit. Mais il n'y a rien de maudit, je pense que ici j'y vis depuis 1993, justement attiré par la relation entre Madame Rimbaud, paysanne des Ardennes, et son fils, qui effectivement avait la bougeotte quoi, pour faire court. Tu t'es installé dans les Ardennes pour le cadre idyllique Non, on ne va pas dire que c'est un cadre idyllique. Il n'y a pas de cadre idyllique dans ce monde. Au cinéma, on peut créer de l'idyllique, mais non, c'est pas... Oui, j'aime la campagne, mais c'est surtout, j'y suis par accident, quoi, parce que j'avais aucune raison de m'enraciner dans les Ardennes. Mais j'ai toujours été fasciné par la poésie, et particulièrement par le phénomène Arthur Rimbaud, qui est à la fois un poète, qui est un rebelle. C'est un type qui a créé une œuvre-vie. C'est-à-dire qu'il a vécu la poésie comme une aventure, et ensuite, la deuxième partie de sa vie, il l'a vécu véritablement comme une aventure physique. Donc, première partie de la vie de Rimbaud, aventure spirituelle, et deuxième partie de sa vie, une aventure humaine, physique. Je suis un aventurier. Effectivement, j'ai beaucoup voyagé en Amérique latine, attiré par la révolution, par la guérilla, par la poésie, par la littérature. Voilà. Donc ici, effectivement, peut-être que ça me rattache à la littérature à travers Rimbaud, à travers la nature aussi. Je pense qu'il y a quelque chose dans les paysages les paysages inscrivent des histoires humaines. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'un paysage n'est jamais vide. On parlait de la diagonale du vide tout à l'heure, il n'y a pas de vide. D'ailleurs, la nature a horreur du vide et les hommes ont horreur du vide. Et quand ils sont fascinés par le vide, ils disparaissent, ils se suicident. Bon, voilà, donc c'est pas mon intention de me suicider, non. J'ai bien l'intention de continuer à vivre et de faire des films. Je suis ici donc, pour
que tu nous parles donc de la Dormeuse du Val, c'est un film que tu as réalisé qui est sorti en 2017. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de la Dormeuse du Val, le synopsis, nous présenter? Alors la Dormeuse du Val, ce projet est né d'une lecture. La lecture d'un roman qui s'appelle Les Bottes Rouges, d'un auteur ardennais qui s'appelle Franz Bartelt. Le roman s'appelle Les Bottes Rouges. Et je découvre qu'à l'intérieur de ce roman, dans cette matière littéraire, il y a un motif intéressant qui est celui d'un personnage qui peut apparaître comme secondaire, mais qui est donc interprété par Delphine Depardieu, qui est l'histoire d'une fille qui a un rêve brisé et qui vient échouer dans les Ardennes, échouer au sens d'un naufrage, et qui va rencontrer une aventure, une mauvaise aventure, une mésaventure quand elle va rentrer en usine. Voilà, donc elle va rencontrer un ouvrier qui est interprété par Dominique Pinon dans une usine de la vallée de la Meuse. Moi, ce qui m'intéressait effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'est que les paysages, ce sont à la fois des paysages intérieurs et des paysages sociologiques. Et moi, je suis issu d'un milieu ouvrier et j'ai trouvé effectivement dans la vallée de la Meuse tout ce qui correspond à ma cohérence existentielle. Voilà, donc c'est cette matière, je veux dire, qui m'a intéressé, de fondre à la fois le rêve et la fiction, le rêve et la réalité. Dans le paysage cinématographique, quel genre t'as inspiré? Est-ce que tu t'es inspiré de la comédie italienne? Je ne sais pas, on est inspiré par pas mal de choses, effectivement. C'est vrai que j'ai beaucoup d'attirance pour la comédie italienne. J'ai l'occasion de travailler avec Ettore Scola. Et c'est vrai que c'est une époque qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que quand on dépeignait les gens du peuple, on n'était pas à larmoyant. À la fois, effectivement, il y avait des drames, il y avait du pathétique, mais il y avait de la drôlerie. Je pense qu'on peut, sans moquerie aucune, dépeindre effectivement un milieu sans s'alourdir sur le drame, ni épaissir la comédie. Ce que je reproche à la comédie française aujourd'hui, c'est effectivement que le prolo est toujours l'objet d'une espèce d'être pittoresque qui est vraiment rigolo, quoi. Oui. Voilà, donc les bourgeois sont aussi rigolos que les prolos, mais voilà, donc ça m'agace parfois, effectivement, la vision du prolo vue par les cinéastes français d'aujourd'hui. Je voulais en fait aussi parler de ta rencontre avec Franz Bartel. Ouais. La première fois que tu as lu le livre, comment tu as démarré en fait ce travail d'adaptation que tu as coécrit avec ton épouse Muriel? Ouais. Donc avant de lire Les Bottes Rouges, j'avais lu des recueils de petites nouvelles de Franz Bartelt. Notamment, il a été chroniqueur pour le journal local, l'Ardennais, et il a compilé ses chroniques dans un livre qui s'appelle D'une Ardenne l'autre. Et ce sont des petits portraits de petites gens. Et je trouvais que ça extrêmement intéressant, à la fois tendre et drôle. Et j'ai voulu en savoir plus après. J'ai lu un recueil de poésie en prose qui s'appelle Les Marcheurs. Et donc je me suis intéressé à cet auteur que je ne connaissais pas. J'ai découvert effectivement que dans les Ardennes, il y avait un auteur qui est publié chez Gallimard. Et quand j'ai lu Les Bottes Rouges, je l'ai appelé en disant « Écoute, j'y ai vu des choses moi dans ce livre ». Alors quand je lui ai parlé des choses que j'avais vues, il m'a dit bon, je n'ai pas vu ça, mais bon, quand j'écris avec des mots. Toi, tu vois des images, voilà. Et donc il m'a laissé carte blanche totale, en tout cas un chèque en blanc pour l'adaptation. Il n'a jamais intervenu sur le scénario. Et il a découvert le film en même temps que les premiers spectateurs du coin. Voilà, donc, mais bon, c'est vrai qu'on se connaît, on avait déjà travaillé sur 2 moyens-métrages. Réalisé dans le cadre d'ateliers de collège et de lycéens. Et donc on avait appris à se connaître. À la fois lui, une espèce de détachement vis-à-vis de ses romans, et moi une forme de détachement par rapport à ce qu'on appelle l'art, quoi. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt la sensibilité, le rapport à l'autre, que d'avoir une posture d'artiste. Et lui ne l'a pas non plus. Et donc je pense qu'il y a cette fraternité, il y a quelque chose qui a fait qu'il y avait beaucoup d'ironie. On a en commun cette ironie sur les choses. Voilà. Donc ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu de bataille d'ego. Voilà. Donc du coup, tu as eu de très bons retours de Franz Bartel? Alors Franz Bartel a trouvé que j'étais un peu plus noir que lui, quoi. Donc c'est vrai que le roman Les Bottes Rouges est un peu plus écrit sur une problématique sexuelle. Et
si j'avais dû faire une adaptation fidèle au roman Les Bottes Rouges, il n'y a pas que ça dans le roman, mais ça aurait été plutôt un film pornographique. Ouais. Voilà, donc mon intention, c'était pas effectivement de faire un film porno, mais je ne dis pas ça par pudeur ou par moralisme, mais l'adaptation pose toujours un problème, et surtout on prend une ligne d'adaptation et on travaille sur cette ligne. Et moi et Muriel, on a travaillé simplement sur le motif de cette rencontre entre une jeune femme qui a un rêve brisé et des gens qui se débattent dans une réalité un peu plus lourde. Voilà, mais il y a l'idée du fantasme et du rêve à chaque fois dans ce film. D'accord. Puis déjà, quand on dit adaptation, il y a forcément entre guillemets une sorte de trahison. Ouais, trahison. D'ailleurs, dans ce livre, on parle d'infidélité. Voilà, donc c'est constamment. Voilà, donc ça cadrait bien. Donc c'est pas une trahison. L'infidélité, elle est toute relative. Ouais. Voilà, donc fidèle à l'esprit et puis pas fidèle au pied de la lettre, quoi. Voilà, donc. Mais je crois que c'est marrant parce qu'en parlant, effectivement, je n'avais pas vu effectivement qu'en fait on parlait d'infidélité. J'ai été infidèle au roman. Je m'en suis détaché, mais je ne l'ai pas trahi. On peut être infidèle sans être un traître. C'est la joie de vivre. D'ailleurs, il fait l'éloge de l'infidélité, Franz Bartel, dans ce roman. Il dit que quand on est infidèle, le cœur bat plus vite, etc., et que ça évite les problèmes cardiovasculaires de ceux qui, effectivement, je veux dire, se livrent effectivement à l'infamie, je veux dire, d'un point de vue catholique, apostolique et romain, quoi. Voilà. Mais bon, on déconne beaucoup, donc à la fois sur la religion, sur des choses sérieuses, quoi. La fidélité, c'est sérieux. Enfin, ça devrait l'être. Voilà. Et dans La Dormeuse du Val aussi, tu as rajouté donc un personnage par rapport au livre? Oui, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord le personnage du chien, qui s'appelle Flaubert, voilà. Et il y a le personnage d'un escroc qui se présente comme un ancien prêtre et qui va séduire la femme de Dominique Pinon dans le film. Voilà, donc c'est une histoire d'infidélité, infidélité à la foi, infidélité à l'homme, l'infidélité à la femme. Voilà, donc ça se croise finalement, effectivement. Ouais. Mais la fidélité, ça vient du mot foi. Donc je pense que j'ai dû perdre la foi. Et il y en a plusieurs qui perdent la foi. Voilà, donc mais c'est s'amuser tout en posant effectivement une problématique sérieuse. À la fois perdre son mari, perdre sa femme, perdre son amour, perdre ses rêves, perdre son travail. C'est peut-être un film aussi effectivement sur la perte, mais je ne m'alourdis pas effectivement sur la perte. Mais voilà, donc on va tous perdre notre vie, donc on le sait, donc essayons d'être joyeux entre-temps, voilà. Puis après de toute façon c'est fini, quoi. Donc il y a peut-être effectivement il est question de mort quand même dans ce film. Alors j'essaye, effectivement, bon, quand on parle de la mort, de la Dormeuse du Val, il y a un clin d'œil à Rimbaud, il y a le Dormeur du Val, il y a cet homme qu'on retrouve en pleine nature, et cette nature indifférente à la mort de l'homme. Mais voilà, puis dans Rimbaud, il y a une vraie mise en scène. C'est un metteur en scène, c'est un cinéaste. Il y a des gros plans, il y a de la profondeur de champ, il y a une mise en scène de la lumière, de la couleur. Voilà, donc c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, mais je pense que je ne l'invente pas, quoi. C'est pas de l'ordre de mon fantasme, de mon analyse délirante, même si je peux délirer de toute façon. Mais voilà, donc c'est un film, c'est une dramédie à la fois. C'est une question de perte, de perte de la vie, de perte du travail. Donc il y avait aussi ça dans le roman. C'était pas situé géographiquement, c'était pas dans les Ardennes, et c'était pas situé dans le monde de l'usine, sidérurgie, vallée de la Meuse. Dans La Dormeuse du Val, dans le film, il y a vraiment ce côté intemporel qui est représenté. Donc c'était pareil dans le livre, on ne sait pas dans quelle époque on se situe. Oui, c'est ça. Donc j'aime bien ce côté amodé. Donc un film amodé ne démode pas, quoi. Donc je brouille les repères. On pourrait dire que c'est un film des années 70, mais c'est... Il y a un côté moderne. Un côté moderne aussi, voilà. Donc c'est essayer de faire que les films ne se démodent pas. Donc éviter les repères tels que ça. Le téléphone, c'est terrible, ça se démode facilement. Et puis de toute façon, dans la vallée de la Meuse, on est un peu démodé ou amodé, quoi. Donc on vit sans se préoccuper de comment on est habillé. Voilà, donc, Et dans La Dormeuse du Val, on a la présence de grands et de grandes comédiennes comme Delphine Depardieu, Marina Tomei. Comment
as-tu fait ton casting? Comment as-tu rencontré Pascal Turmot? Ah ouais, alors Pascal Turmot, qui est quand même le personnage qui voit tout ce qui se passe effectivement par rapport à cette histoire, je l'ai rencontré la veille du tournage. Je l'avais vu dans un court-métrage. D'accord. Et on s'est rencontrés pour la première fois la veille du tournage. La veille du tournage? Ouais, donc il m'a dit, mais t'es complètement fou, quoi. J'ai dit, oui, ça c'est vrai, c'est certain. Mais comme je considère que le cinéma, ça doit être aussi une prise de risque, à un moment donné, bon, il faut sortir effectivement de ce que j'appelle des raviolis cinématographiques tous les jours. Donc la meilleure façon de manger autre chose, c'est d'aller effectivement sortir du cadre, je veux dire, habituel de ce qu'on appelle la profession. Voilà, donc ouais, j'étais le chercher alors que je l'avais vu que dans un seul court-métrage. D'accord. Pour les autres, bon, Dominique Pinon, c'est un ami de 30 ans, il avait joué dans mon premier long-métrage. Ensuite, on avait fait 2 moyens-métrages justement sur des scénarios de Franz Bartelt. Il était venu dans les Ardennes. Et puis, pour moi, c'était naturel de prendre Dominique. Ce rôle, il était quasiment pensé pour lui. C'est la première ceinture de chasteté équipée d'un système électronique de sécurité. Si on force la serrure, la sirène se met en branle. Écoute. 20 minutes d'autonomie. Qu'est-ce que t'en penses? Rose va essayer. Tu rigoles? Je sais même pas que j'en ai fabriqué une. Donc Manuel, comment es-tu devenu réalisateur? Quel est ton parcours? Raconte-moi ça. Moi, je suis issu d'un milieu, comme je disais tout à l'heure, ouvrier. Et les premiers films que j'ai vus, c'était grosso modo la comédie Mon cul sur la commode. Donc, voilà, les grosses conneries de comédie française. Voilà. Oui, donc moi je suis issu d'un milieu populaire, j'ai personne dans ma famille qui était dans le cinéma, sauf que ma mère était fascinée par la photographie et son père, donc mon grand-père que j'ai jamais connu puisqu'il est mort accidentellement, tué par un notable de la ville, avait laissé en héritage, entre guillemets, je veux dire sans qu'il ait pensé qu'il allait mourir très jeune puisqu'il est mort à moto, tué par un notable. Il avait laissé effectivement un banjo, des appareils photo. Donc mon grand-père ouvrier était plutôt quelqu'un qui s'intéressait à autre chose que son métier d'ouvrier. Il avait effectivement une fascination pour la musique et pour l'image. Je pense qu'on est très influencé par ses ancêtres, ces morts qu'on n'a pas connus. Et je pense que ça a imprégné dans mon imaginaire d'enfant quelque chose. Et ma mère avait une caméra Super 8 qu'elle avait achetée pour la communion de ses enfants. Et elle a fait un film Super 8, 3 minutes, une bobine, et la caméra est restée dans sa sacoche. Et moi j'ai récupéré la caméra très tôt, mais encore une fois, pour moi le cinéma c'était un divertissement. Alors que j'étais plutôt fasciné par la littérature, puisque en fait j'étais plutôt un enfant à la limite de l'autisme, et je ne parlais pas. Aujourd'hui je parle beaucoup, ça a beaucoup changé. Voilà. Et donc à la télévision, alors que je suis un peu insomniaque, adolescent, j'allume la télévision et il y a le cinéma de minuit. Et je découvre effectivement que le cinéma peut être à la même hauteur que la littérature, que ça peut être un art. Et donc toutes les semaines, je regardais 2 films, il y avait le ciné-club, le cinéma de minuit. Et j'ai donc construit ma première culture cinématographique par la télévision. La comédie italienne notamment, une pas que la comédie italienne. Ensuite, j'ai toujours rêvé de quitter mon village, mon bled, voilà, pour aller vivre une vie d'aventure. Et pour moi, le cinéma donc, a commencé à me trotter dans la tête l'idée de passer à la réalisation, de raconter des histoires, et raconter l'histoire, des histoires que je connaissais. Bon, par exemple, je citais l'histoire de mon grand-père que je n'ai pas connu. Mais en tout cas, le choc, je veux dire, et l'injustice sociale m'a toujours touché. Mon père aussi était un réfugié politique espagnol qui avait fui la dictature. Donc tout ça, l'imaginaire d'un ailleurs, de la petite histoire qui croise la grande histoire, c'est quelque chose qui m'a construit aussi. Donc très tôt, je me suis intéressé à l'histoire, à la littérature et au cinéma d'auteur. Mais cinéma d'auteur plutôt au moment de l'adolescence.
Sinon, avant, effectivement, je pensais que c'était juste un truc pour aller rigoler. Et donc, mon but très tôt, effectivement, c'était de me former au cinéma et me former surtout à une culture une culture diverse. Je veux dire, j'ai fait des études de lettres, de psychologie, des études de cinéma, des études de droit. J'ai beaucoup étudié pour effectivement avoir une lecture du réel totalement différente. Voilà, donc c'est comme ça que très tôt, quand même vers 12 ans, j'envisage d'être réalisateur de films. Alors qu'on me dit c'est impossible, si tu dans un bled, Fourchambault, c'est comme voilà, donc la ville où j'ai filmé, quoi, Monthermé ou Nouzonville, c'est des villes ouvrières où ton seul rêve, effectivement, c'est de rentrer à l'usine, quoi. Et celui qui rentre à l'usine, il s'estime heureux, parce qu'il y a ceux qui ne rentrent pas et qui sont chômeurs. Voilà, donc cette question de comment rentrer dans le cinéma quand on n'est pas prédestiné, je veux dire, socialement à l'être. Et comme je suis plutôt un battant, effectivement, et que j'analyse beaucoup les choses, et il faut d'abord une stratégie, comment arriver effectivement à un but qui te paraît inatteignable. Bon, moi, c'est passé par la volonté d'étudier, voilà, et sortir de mon milieu. Non pas pour le trahir, pour le nier, mais au contraire pour être un porte-parole, effectivement, de ces gens qu'on déconsidère, de par des histoires qu'ils n'auraient pas, ce qui est faux, une culture qu'ils n'auraient pas, c'est faux. Voilà, donc mon engagement dans le cinéma, il est quand même lié à ma fibre politique ou sociale. Ouais. Donc quand je parlais du cinéma italien qui m'a beaucoup marqué, parce que dans le cinéma italien, c'était de la comédie, mais on parlait de ces petites gens. Voilà, donc c'était Fellini, Pasolini, Torre Scola, tout ça. Donc j'ai été nourri à cette culture-là. Mais comme je vivais dans un bled, après bon, j'ai fait des études à Clermont-Ferrand, et j'assistais à tous les ciné-clubs à la fac de lettres. Et c'était à la fac de lettres, ces gens qui organisaient le ciné-club de la fac de lettres de Clermont-Ferrand ont été les fondateurs du plus grand festival de court-métrage, celui de Clermont-Ferrand. C'est grâce à ce ciné-club que tu as pu te forger Je pense, ouais, que j'ai pu... parce qu'effectivement, il y avait la première période du ciné-club à la télévision, mais après j'ai vu des cinématographies qu'on ne voyait pas à la télévision. La cinématographie brésilienne, turque, chinoise, etc. Donc, qui ne passaient pas à la télévision française. On était quand même très cinéma soit américain, bon cinéma américain d'auteur, ou cinéma allemand, ou cinéma italien. Voilà, donc c'était cette grande époque des ciné-clubs à la télévision. Et effectivement, j'ai acquis une culture cinématographique assez pointue, déjà à Clermont-Ferrand, à la fac de lettres. Ensuite, je suis parti en Amérique latine avec une caméra. Je voulais aller filmer la guérilla, voilà, et filmer les chercheurs d'émeraude au nord de Bogota. J'ai pris contact avec quelques intermédiaires pour rentrer effectivement dans cette sphère, je veux dire, interdite de la guérilla, et je me suis rendu compte que c'était quand même la voyoucratie, c'était des voyous. Donc je n'ai pas voulu m'aventurer sur ce terrain-là. Et en ce qui concerne les chercheurs d'émeraude, pareil, c'est une mafia, je veux dire, au nord de Bogota, et c'est extrêmement violent, je ne pouvais pas y aller seul. Mais j'ai fait un documentaire sur les chercheurs d'or très pauvres de la Colombie. Voilà, donc ils sont avec la battée dans les fleuves, etc. Ils louent les motopompes à des propriétaires de terrain, ils louent le terrain, enfin, c'est dans des zones extrêmement difficiles, infestées de moustiques. Voilà, donc, mais ça, c'était encore une fois ma fibre sociale, quoi. Donc, et je me suis rendu compte que j'avais besoin quand même d'acquérir des connaissances techniques en cinéma. C'est pour ça que je suis allé à Paris. J'ai fait une école de cinéma. Voilà. Mais très tôt, je suis rentré dans un laboratoire de cinéma, 35 mm. À l'époque, on faisait du 35. Et puis, comme j'étais... j'ai démontré ma volonté d'être cinéaste à plusieurs personnes qui fréquentaient ce laboratoire de cinéma. Et on m'a donné ma chance. D'accord. Voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le long métrage. J'ai commencé par le montage. La Mecque du cinéma à l'époque, c'était les studios de Billancourt, le grand studio. Voilà, donc. Tu étais assistant monteur? Oui, j'étais assistant monteur. Ouais, donc j'étais assistant monteur de la chef monteuse de François Truffaut. Voilà, donc. Et puis ça m'a permis de rencontrer de grands producteurs comme Toscan du Plantier. Voilà, donc ce qui fait que après j'ai
J'ai fait un premier court-métrage qui s'appelait Les Arcandiers, qui a été primé dans une quinzaine de festivals. Et ça m'a permis effectivement qu'on focalise sur ma personne, en tout cas sur ce que je faisais. Et puis, bon, j'ai eu quelques propositions de producteurs, des choses qui sont restées au niveau de l'écriture, et puis d'autres qui ont abouti, quoi. D'accord. Voilà, c'est comme ça que je suis rentré dans le cinéma, mais voilà, c'était un sacré défi, quoi. Bah, merci beaucoup Manuel Sanchez de m'avoir accordé ce temps. Bah, merci à vous d'être venu avec autant de matériel. Donc voilà, l'épisode de Ciné Voyage touche à sa fin. Bah, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ma vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez me soutenir, si vous voulez que je continue cette chaîne. Je vais vous mettre en description le lien pour si vous voulez voir le film La Dormeuse du Val qui est disponible en location. Puis je vous dis à la prochaine. Ciao. Qu'est-ce qu'il m'a dit, le psychiatre à l'hôpital? Non. Il m'a dit, quand vous imaginez votre femme qui se fait violer, est-ce que vous bandez? Et comment il peut savoir des choses pareilles, ça? C'est un quasi-voyant, ce type.